Bonjour, je suis le nouveau membre de l'équipage. C'est bien ici le bateau qui part en direction de l'épopée pour un très très long voyage. Vous êtes le commandant de bord, c'est ça? C'est bien ça, c'est bien ça. Vous venez pour, pour vos vacances. Non, Comment ça? je viens parce que j'aimerais bien apprendre, m'améliorer tous les jours, développer des connaissances, des skills, des compétences. C'est bien ici. Ah, oui, oui, vous êtes au bon endroit parce que tous les gens qui nous disent qu'ils vont en vacances, parce que je sais pas où ils se sont crus, ils se sont crus en croisière, ces gros bâtards là. Du coup, si vous venez pour en apprendre, oui, c'est bien ici. Et bien c'est parfait. Et bienvenue à tous nos auditeurs sur le podcast L'épopée. Putain, l'épopée. L'épopée, l'épopée. Il y a de l'histoire, il y a à raconter dessus. Alors, comment on va ouvrir Je pense qu'on va commencer par se présenter déjà. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, mais qui es-tu, qui es-tu, jeune voyageur? Moi je m'appelle Enzo, je suis étudiant, je pratique le rugby, j'aime le sport, j'aime m'améliorer. Tous les jours je veux m'améliorer, apprendre plus. Et dans ce podcast, bah, du coup avec toi, toi qui es-tu? Qui êtes-vous mon commandant? Moi, commandant. Donc moi je m'appelle Lou. Je suis en école d'ingénieur à Toulouse. Je la fais en alternance, donc moitié école, moitié entreprise. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard, mais franchement c'est un modèle que j'aime énormément d'études. Et voilà, j'ai aussi un petit passé sportif, 10 ans de handball. Après, je suis plus rentré dans la muscu, le street workout plutôt. Et cette année, j'ai commencé la boxe depuis 3 mois maintenant. Et je pense que je n'en sortirai pas avant un bon moment. Donc on aura l'occasion, pareil d'en parler plus profondément. Mais voilà pour ma présentation. Bien sûr, le combat, Donc, le combat, le combat. mais vas-y, dis-moi Enzo, qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on se parle? Pourquoi on s'enregistre comme des cons, quoi? Parce que je me baladais, je t'ai trouvé dans la rue et donc je me suis dit que c'était une bonne idée de te ramener quelque part. Non, Ok, ok, ah oui, c'est non, vrai qu'il faut qu'on dise ça, ouais, parce qu'on s'est pas rencontrés dans la rue pour le coup. non, mais non, on est des amis de très très longue date, évidemment, parce qu'on a tous les deux la vingtaine et on se connaît depuis tout petit, depuis la naissance. Et Globalement, donc ouais, c'est toujours, on ça. a toujours aimé faire des trucs, tout des conneries tous les deux, et on s'est dit qu'il était temps d'arrêter les conneries et de faire des belles choses, quoi. C'est ça, putain, c'est bien, c'est très bien dit, c'est très bien dit. Mais donc on en revient à la question du podcast. Pourquoi s'enregistrer? Pourquoi on fait ça, Enzo? Pourquoi on s'inflige de ça? Eh bien, pour partager nos expériences, pour aussi nous améliorer dans l'éloquence, dans la distribution, pas du tout, dans l'exposition de nos connaissances, mais aussi surtout nous, parce que pour préparer les rubriques chaque semaine, il va falloir aussi que nous, on en apprenne plus, qu'on apprenne à développer nos arguments. Également, ça va nous donner de la discipline, parce que sortir régulièrement des podcasts, c'est du boulot. Et, C'est vrai. et aussi, mais aussi évidemment pour s'amuser tous les deux ensemble, car on n'est pas dans la même ville. Moi je suis à Bordeaux, et donc chaque semaine de pouvoir se retrouver autour de ce podcast, ça va nous permettre de discuter et de se prendre des barres de rire, quoi, si je peux me permettre. On Après, c'est quelque chose qu'on faisait déjà avant. C'est vrai qu'on s'appelle assez régulièrement, mais on s'est jamais enregistré. Et c'est à force d'écouter des podcasts. D'ailleurs, c'est toi qui m'y as mis dedans. T'as commencé un peu tout seul. Et tu m'as donné cette maladie-là. Et putain, c'est à force de nos appels, des fois, Enfin, moi, je me souviens, je me disais, mais ça aurait été énorme de l'enregistrer. Enfin, on s'est tapé des énormes barres et tout. Et donc, c'est un peu pour recréer ça, je pense, et faire quelque chose de plus sérieux. J'ai, comme tu as dit, l'éloquence, c'est quelque chose dont je pense ne pas manquer forcément par rapport à la moyenne, toujours, on va dire, même si la moyenne, bon, voilà. Mais, euh, mais non, c'est vrai que parler, s'enregistrer et tout, c'est un exercice assez intéressant. Donc, c'est pour ça que c'est assez motivant quand même, ce petit podcast. Euh, Comment on se situe par rapport à ce dernier, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on va y dire?
qu'est-ce qu'on va apporter, qu'est-ce qu'on va vous apporter. Parce que c'est vrai que je te parle uniquement à toi, mais ça s'adresse à Il y a nos plus grand auditeurs. public. Un large public, évidemment. Évidemment. Plus large, pas pour l'instant, mais comme on dit, Non. par pitié. Par pitié. Par pitié, suivez-nous. Par pitié, mettez 5 étoiles. On est ensemble, la famille. Bref, on va parler, vous allez le voir, à travers de nombreuses rubriques, car oui, ce podcast comportera des rubriques, mais notamment d'histoire, de culture générale, mais aussi tout simplement de nos expériences personnelles, car nous, on essaye des choses depuis longtemps, pour certaines choses, depuis 2-3 ans. On en parlera notamment de la méditation, ça fait un petit moment déjà. Mais on aussi parlera aujourd'hui, ouais. Ouais, aujourd'hui en plus. Mais aussi de plein de choses, d'expériences qu'on tente, de concepts qu'on a trouvés, de concepts qu'on a appliqués, comment on s'en est sorti, etc. Et voilà, de citations, enfin, voilà. Je te laisse rebondir dessus si tu as d'autres choses à rajouter. Oui, c'est ça, c'est... Quand tu disais culture générale, histoire, c'est-à-dire que toi comme moi, on se place pas comme des historiens, on n'est même pas dans le milieu dans le cadre de nos études. Toi, tu fais du droit, moi, je fais école d'ingé en matériaux pour le coup. Donc rien à voir avec l'histoire. Mais c'est juste que c'est des choses qu'on apprécie, en apprendre plus. Aujourd'hui, on va avoir une petite rubrique d'ailleurs destinée à de la mythologie sumérienne qui est en rapport avec le nom du podcast. On introduira tout ça plus tard. Mais oui, nous, ça va nous forcer un peu à en découvrir plus et à le partager après. Donc il pourra arriver qu'on dise de la merde des fois. Après, on bâclera pas non plus nos recherches. C'est d'ailleurs l'erreur qu'on a pu faire avant, de pas forcément se préparer pour un podcast, parce que ça, il faut le dire aussi, mais l'épopée a un petit frère décédé. Oui. Décédé et qui est mort avant d'être né, si on peut dire. C'est ça. On a failli publier, mais mort jamais. Pendant la gestation. Exactement, on avait tenté un podcast terrible qui avait eu 2 épisodes. Il y a de ça 3-4 mois, ouais, c'était cet été. En gros, on s'était chauffé à le faire, à le lancer, donc c'était une idée qu'on avait déjà. Et on a eu la grave erreur de ne pas se préparer, d'y aller complètement en improvisation. Et c'était pas inutile, on va dire qu'il n'y avait pas forcément de plus-value et c'était mignonné, mais personne n'allait suivre ça, quoi. Enfin, c'était juste. Ouais, c'est vraiment nous parler, quoi. Toi, au début, t'étais chaud à le poster. Moi, je t'avoue que vraiment, plus je me réécoutais, plus je me disais, mais le mec n'a aucune plus-value. Le mec est inutile. C'est-à-dire que moi-même, quand je me réécoutais, j'avais envie de dire mais 1000 choses en plus. J'étais en mode, enfin voilà, c'était pas possible. Donc non, là, on apprend un peu de nos erreurs et on a un peu plus travaillé la chose. Et je pense que c'est déjà une... Un peu beaucoup plus quand même, parce que là il y a une vraie identité. On peut dire, sur l'autre, c'était dégueulasse. Mais c'est vrai que l'autre, l'identité n'était ni plus ni moins que nous deux, quoi. Et... Mais même pas, parce qu'on s'appelait même pas par notre prénom, pour dire. Ouais, c'est vrai. Bon, on a arrêté cette idée, parce que bon, voilà, faut savoir aussi se mettre face au vent. Faut savoir aussi dire ce qu'il faut et ne pas non plus tout dire. Faut savoir faire... le tri. Ça sera l'office d'ailleurs d'une prochaine rubrique pour plus tard dans les conseils. Mais moi j'aimerais bien en parler. Donc je vais laisser ça en suspens pour le moment. Mais de quoi faire le tri? De quoi? De savoir se mettre face au vent et de savoir apprendre de ses erreurs, toutes ces choses-là. Tu vois? Et de savoir persévérer aussi. Persévérer aussi, parce que finalement, on n'a pas posté, mais on s'est reconcentré, et du coup, on en arrive à ce podcast qui ne sera pas la perfection, mais qui, vous n'aurez pas la comparaison, sera quand même bien mieux que le précédent. Bien mieux. En vrai, ça serait bien... Imagine, un jour, on a un peu plus d'écoute et tout, le poster comme ça, en mini-claque, en mini-claque aux auditeurs, pour montrer à quel point, mais c'était misérable, il n'y a pas d'autre mot. Terrible. Bref... on a à peu près tout dit. Pourquoi, si peut-être rappeler pourquoi écouter ce podcast.
comme on l'a dit, on vous a dit expliquer pourquoi nanana. Mais aussi parce que nous, évidemment, on s'inspire du game français actuellement de Raptor et Papacito, que tous les deux on apprécie écouter. Et en fait, nous, avec ce podcast, on aimerait bien rajouter dans le milieu, on va dire, des podcasts français, parce que moi, des fois, je peine à trouver du côté français des podcasts bien construits, bien. Évidemment, pour l'instant, c'est pas encore notre prétention, mais à l'avenir, évidemment, il faut avoir de l'ambition. Il y a Biomécanique qui est pas mal, il en a sorti des bons featuring avec des personnes intéressantes. Oui, mais on reste dans l'interview, tu vois, c'est ça le truc que je veux dire. Oui. Dans le podcast où tu sais que chaque semaine, tu vas retrouver quelque chose d'intéressant. Uberman, tu sais que chaque semaine, il va pas te chier dessus, et en fonction de l'invité qu'il aura, ce sera intéressant. Raptor, c'est pareil, Papasto, c'est pareil. Biomécanique, c'est intéressant, mais si l'invité il est inintéressant, enfin il t'intéresse pas et tout, etc., t'es niqué quoi. Donc voilà, d'avoir ce truc où chaque semaine, voilà. Donc c'est notre ambition et on verra si ça suit ou pas. Et puis même, je pensais par rapport à ça, parce que des sujets, moi par exemple, écouter le Raptor et tout sur ses rubriques sur le sommeil et tout, ça m'a énormément intéressé. Tellement intéressé que toi aussi tu l'avais fait, mais j'ai commencé à écouter les podcasts de Huberman, enfin de Andrew Huberman, qui fait partie des sources du Raptor. Je dis pas qu'il s'inspire uniquement que de ça, parce que j'imagine qu'il va quand même beaucoup plus loin dans ses recherches, mais j'ai été frappé dans les podcasts de Andrew Huberman de la répétition. Il y a plusieurs podcasts sur le sommeil, et globalement il parle dans tous les épisodes du rythme circadien et tout, parce que forcément c'est le noyau, mais je me suis rendu compte que la répétition fait que ça rentre dans la tête. J'essaye de noter à chaque fois et tout. Tu sais, les fameuses reviews de podcasts, on essaye de faire ça pour centraliser et mettre sur le papier nos connaissances. Ouais. Mais au final, je me rends compte que sans les mettre, j'ai acquis énormément de connaissances sans avoir à les noter, parce que juste le mec, il rabâche. Donc, il pourra arriver, et je pense que c'est pour ça que ce podcast est quand même intéressant, même si des fois il fait écho à d'autres, celui de Papacito, celui de Raptor, même celui d'Andrew Huberman, ou d'autres sujets qui pourront être recoupés. Mais la répétition, et même, il y aura peut-être des nuances dans ce qu'on va apporter, donc je pense que ça peut être quand même super intéressant, et... Oui, il y a quand même des différences, parce que, mine de rien, Andrew Huberman, ça reste un neuroscientifique. Donc c'est un mec qui est hyper calé là-dedans et tout, donc en termes de vulgarisation, il n'est pas mauvais, mais comment dire, nous en fait on est jeunes, on n'est pas des experts, on n'est pas riches, donc on va pouvoir, en gros voilà, ça va être une expérience de mecs étudiants qui font avec leurs moyens, qui font avec, moi j'ai plus de temps, en plus tous les deux, l'avantage c'est qu'on se complète pas mal, parce que toi du coup comme tu as dit, tu étais en alternance etc, donc tu fais partie des gens qui ont un calendrier très 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 chargé, et moi en études de droit il y a moins d'heures, et surtout moi j'ai moins d'heures. Et donc je fais partie des gens qui ont un calendrier pas très chargé, mais avec aussi des impératifs comme mes entraînements tous les soirs qui font que ça bloque. Donc on va pouvoir vraiment montrer les adaptations qu'on a pu faire nous et qui sont pas forcément développées dans certains podcasts, dans les podcasts du Raptor, etc. Nous ça va être les retours d'expérience et même des choses qu'on n'a pas encore parlé. Mais je pense que c'est à peu près, c'est même très clair. La régularité du podcast, ça on l'avait mis, on voulait en parler, on va essayer de faire d'une fois semaine. Après il se peut que rien du tout, on va essayer de faire une fois semaine, ça devrait arriver une fois semaine, on va essayer de faire de la discipline. On dit une fois semaine, peut-être que des fois ce sera pas exactement le même jour, mais si on arrive à faire voilà, c'est surtout ça que j'entendais. Après on va essayer, ça on n'a pas parlé avant d'enregistrer, on va essayer de faire un petit compte Insta aussi, j'imagine. Mais on va pas essayer, on va le faire. Oui. Quand je dis on va essayer, c'est généralement qu'on va le faire. Mais oui, du coup on aura ça pour les retours, pour passer les informations tout simplement, pour communiquer sur le podcast. Et je pense qu'on aura quelque chose d'assez carré quoi pour le moment. Ouais, je pense qu'en tout cas on peut conclure. Bon, on a oublié de faire ça, mais on va le faire maintenant. Le sommaire du podcast, évidemment, la présentation de nos 4 rubriques du jour. Donc là, on vient d'avoir fini le prologue. C'est ça. Le prologue, je rappelle juste, est l'acte introductif. La prochaine rubrique qu'on aura, donc la deuxième, c'est la poésie de la Aide, qui reviendra à peu près toutes les semaines.
Donc la poésie de l'Aède, je Voilà. peux préciser, l'Aède c'était la personne qui chantait les récits épiques dans les rues en Grèce antique, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et donc ce sera un peu la rubrique où justement on vous parlera de culture générale, de faits historiques, etc. Aujourd'hui c'est vous qui va vous en parler. Voilà. Ensuite on aura en troisième rubrique le conseil des sages, qui reviendra aussi assez souvent je pense. Donc ça va être sur un retour d'expérience, un conseil qu'on a nous deux, sur Voilà. une thématique qu'on partage tous les deux. Non pas qu'on se considère comme sage, non pas qu'on se considère comme sage, mais c'est voilà un retour C'est d'expérience l'identité et Ouais. voilà. Il fallait trouver des titres stylés. On a fait comme cela, voilà. En 4, on retrouvera peut-être qu'on l'aura pas tout le temps, mais ce sera l'exposé du scribe. Donc on partira d'une citation, d'un concept, etc. Et on va essayer de la décortiquer ensemble et d'en retirer l'élément, enfin une morale, tout simplement. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Normalement, on verra si on fera peut-être en 5 la débâcle que vous allez retrouver. Après, ouais, les rubriques ne reviendront peut-être pas toutes les semaines. Ça va peut-être, enfin, c'est assez modulable quand même. C'est avec ce que nous on a recherché, avec ce qu'on avait envie de faire aussi, parce que Bien sûr. notamment quelque chose comme le Conseil des sages, qui a un retour d'expérience. Là, on a pensé à la méditation parce que moi dernièrement j'ai eu pas une révélation, mais je me suis fait une réflexion par rapport à ça. Et donc c'est pour ça que je me suis dit qu'on allait en parler, mais il se peut qu'une semaine on n'ait pas forcément d'idées ou d'inspiration, et on va faire les choses, mais on va pas non plus se forcer, voilà, c'est ce que je voulais dire. On a envie de faire ce podcast. On va faire les rubriques qu'on aura envie sur cette semaine-là, parce que ce sera la rubrique où on va être à fond sur celle-ci, on va mettre de la qualité. Donc voilà, c'est, tout simplement. Par exemple, t'as énoncé la rubrique de la débâcle qu'on fera pas aujourd'hui, parce que on en a parlé un peu juste avant, mais ça serait parler sur un sujet et pas forcément débattre dessus, mais nuancer, essayer de donner son point de vue, voilà. Donc y aura des rubriques qui vont pop sûrement à un moment, enfin qui vont apparaître. On va pas parler on va pas parler en langage d'énormes geeks, mais voilà. Donc voilà, ça va spawn immédiatement. Mais non, donc je pense que c'est pas mal pour le début. On va pouvoir commencer avec la poésie de l'Aède. Alors, moi, je vais vous parler de l'épopée de Gilgamesh. Pourquoi l'épopée de Gilgamesh ? En fait, c'est... on a eu l'idée de faire ce podcast et il a fallu chercher un nom. Pour contextualiser, au début, c'était pendant une de mes séances de méditation, CF, la partie d'après, Conseil des sages. CF, le mec qui est en cours, quoi. Confère. Et non, donc du coup, il nous fallait une identité, un nom de podcast. Et avec Enzo, c'est vrai qu'on a l'habitude de s'appeler Mon Cochon. Donc je me suis dit, c'est assez personnel, ça peut faire rire, ça peut donner une certaine identité. Pourquoi pas ? Du coup, pour essayer d'avoir un truc un peu plus stylé, toi tu m'avais parlé de Ildvinsky, enfin je sais pas comment on le prononce. Ildisvini, qui pour ceux qui ont joué à God of War auront la référence, mais Ildisvini en gros c'est un sanglier de combat, et c'est le sanglier de combat de la déesse Freya dans la mythologie nordique. Donc voilà, j'avais juste pensé à ça parce que je trouve ça stylé les sangliers. Voilà, donc je me suis dit, ah ouais, pas mal, c'est vrai que c'est plus stylé quand même que Mon Cochon. Mais Porcus, comme t'avais trouvé. Porcus. Non mais voilà. Et au final, on est parti un peu, je pense qu'on a axé un peu nos recherches sur du coup toute la mythologie. Du coup, t'as parlé de mythologie nordique, mythologie nordique. On est parti un peu sur l'Odyssée, nanana. Et moi, du coup, j'ai voulu un peu me renseigner sur l'Odyssée et sur l'Iliade d'Homère. Parce que c'est vrai que tu avais énoncé l'idée de l'épopée, qui est le nom actuel qu'on a gardé. Et en regardant, en faisant un peu des recherches sur l'épopée pour pas dire de la merde et quand même avoir un peu de culture sur ce domaine-là, je suis tombé sur l'épopée de Gilgamesh. Ouais. L'épopée de Gilgamesh, qui m'a, en fait, ça a été une révélation, et je me suis dit, mais il faut que le podcast s'appelle comme ça. En fait. Ce n'est pas possible autrement. C'est une épopée que j'ai énormément aimée. Alors en gros, c'est de la mythologie sumérienne. Donc sumérienne, c'est c'est l'Irak d'avant, c'est l'actuel Irak, géographiquement parlant. C'est la Mésopotamie. C'est ça.
C'est exactement ça. Et en fait, donc en gros, pour le côté un peu historique, c'est en 1849 qu'on a trouvé justement des tablettes en Irak. Donc des tablettes de pierre où étaient gravées des histoires. Il y a des mecs qui les ont traduites. Et en fait, il faut savoir que ça, c'est une langue en gros dans la Mésopotamie. C'est une des plus grandes ou la plus ancienne, il me semble, langue écrite de l'histoire. Donc vraiment, c'est des trésors de l'humanité. Et donc du coup, des gens ont réussi à décrypter ces tablettes, dont l'épopée de Gilgamesh, qui aurait vécu entre moins 2800 et moins 2600 avant Jésus-Christ. Et donc je vais vous conter un peu cette histoire. Donc Gilgamesh, qui était-il ? Gilgamesh, en fait, c'était un demi-dieu qui était extrêmement beau, extrêmement fort, et qui était, alors, il était roi de, je me souviens plus, la ville, d'Uruk, voilà, c'est ça, la ville d'Uruk. Et sauf qu'il était extrêmement beau, mais il tyrannisait son peuple, parce que le mec, forcément, il est beau, il est beau, il est fort, c'est un géant, c'est le mec qui est un demi-dieu, il tyrannise un peu son peuple, il profite, voilà, c'est exactement ça, il profite, et au bout d'un moment, le peuple, ça le fait un peu chier, et donc le peuple implore les dieux de punir Gilgamesh. C'est pour ça que les dieux, ils envoient, globalement, je vais la faire courte, le but c'est pas d'aller non plus dans les détails de l'épopée, mais ils envoient Enkidu, qui est en gros un mi-homme, mi-animal, pareil, géant, fort, voilà. Le mec mange de l'herbe avec des gazelles et boit dans le lac à côté des lions. Et Gilgamesh apprend ça, il envoie une prêtresse pour essayer de séduire Enkidu et le faire queuquer, en gros. En gros, elle essaie de le faire queuquer et de lui enlever sa pureté que lui avait accordé ses dieux. En fait, la prêtresse, elle arrive, elle voit un énorme tchad, en fait, et elle tombe amoureuse. Donc, putain, comment ils racontent ça ? Il y a eu genre 7 jours et 7 nuits d'amour. Bon, les gars, les gonzes ont ken pendant 7 nuits et 7 jours. Ok, ouais. La meuf tombe amoureuse et tout. La meuf ne marchait plus normalement après, du coup. C'est ça, mais le mec est géant, donc bon, on va pas donner les détails, le mec est mi-homme, mi-animal. D'accord, c'est bon. Le mec a des sabots de cheval, hein. Donc si on... Voilà, okay, on va rester là, on va laisser le reste. On reste là. La meuf, au final, apprivoise Enkidu. Enfin, elle l'apprend globalement à vivre comme un humain, à s'habiller, à manger comme les humains. Le mec se saoule aussi pour la première fois. Donc voilà, il découvre un peu tout ça. Et Gilgamesh, putain, il apprend que la prêtresse, elle est bien tombée in love. Et globalement, elle va vouloir... Gilgamesh va vouloir niquer le couple de Enkidu et la prêtresse en décidant de posséder la femme avant le mariage. C'est un truc qu'il faisait beaucoup avant et c'est aussi pour ça que le peuple s'était insurgé. Parce que le mec prend les petites nanas avant le mariage pour en faire un peu ce qu'il veut et après, voilà. Donc c'est le mec qui vient mettre hyper longtemps ça en plus. Putain, c'est une tradition de fou parce qu'au Moyen-Âge, c'était le droit de cuissage. C'est ça, c'est exactement ça. Donc du coup, là, Enkidu, il est pas content. Donc il embrouille Gilgamesh. Il embrouille Gilgamesh et il se tape pendant 7 jours, les gonzes. Donc il se met des énormes patates. Apparemment, une patate d'un des deux pouvait niquer 5 soldats. Ils vivent de manière hebdomadaire, les types. Il faut tous 7 jours. Ils vivent de manière hebdomadaire. C'est que 7 jours. Ça. C'est pas une heure, c'est 7 jours. Et du coup, tu vois, ils sont là, bam, 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 uppercut direct pendant 7 jours. Et au final, ils se disent, putain, le mec en face de moi, il est quand même stylé. Enfin, il arrive à me tenir tête parce que les deux sont des types énormes. Ouais. Et il y a une sorte de notion de respect qui s'installe. Mais ça, c'est l'histoire des hommes. C'est, on s'embrouille, je te tape dessus, on va boire un verre. C'est généralement comme ça que ça se passe. Et donc, le rugby. Voilà, c'est ça. Et selon les versions, Gilgamesh mettrait à terre Enkidu, ou alors le combat est équivalent. Au final, les mecs deviennent potes. C'est les meilleurs potes du monde. Ils sont là, ils font les 400 coups ensemble. Et les deux se sont tapés, du coup, la déesse de l'amour. Non, parce qu'au final, Gilgamesh, il a fait... je te laisse ta meuf, quoi. Parce que Enkidu, il a gagné le respect de Gilgamesh. Donc, il a pas fait le droit de préemption. Non, il allait le prendre. Enkidu, il a fait, frérot, tu te calmes.
et ils se sont tapés. Et après, il a fait, d'accord, c'est bon, t'as mon respect. Et t'as ta femme. C'est ça. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont fait les 400 coups ensemble et tout, nickel. Jusqu'à un jour, parce que quand même, il faut dire que Gilgamesh, même s'il était ultra fort, ultra puissant et c'était un demi-dieu, il est mortel. Et il a un peu peur de ça. Et donc, il va vouloir immortaliser son vécu avec Enkidu en allant niquer un démon. Parce qu'ils ont niqué plein d'animaux, plein de monstres et tout. Mais là, ils vont s'attaquer au démon Umbaba, qui est... alors, il me semble que les dieux le respectent, ou alors que c'est pareil, un fils des dieux ou une création des dieux. Et au final, ils enculent Umbaba, globalement. Au début, il fait un peu peur et tout, puis ils se reprennent et ils le baisent. Umbaba les maudit, voilà, un peu comme dans toutes les mythologies épiques. Et donc ils rentrent, putain, ils ont niqué Umbaba. Et là, il y a la déesse, il me semble, qui s'appelle Ishtar, déesse de l'amour, de la fertilité, de la beauté, de tout ce que tu veux. Genre, la femme, c'est la déesse de la femme, tu vois, en gros. Ouais. Et là, elle est obligée de tomber amoureuse de Gilgamesh. Le mec est un Tchad. Elle lui dit, Gilgamesh, voilà, et tout, je veux être ta femme. Et là, Gilgamesh, il coque pas, tu vois. Il coque pas. En fait, Gilgamesh, il faut savoir, moi, c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé, ce mec, parce que c'est le Tchad originel. Il a dit, Ishtar, non. T'es la déesse de la femme, de la beauté, de la fertilité. Non. Non. Il a dit non. Donc elle, je suis une déesse, qu'est-ce qu'il veut, ce mortel à me rejeter. À me rejeter. Ouin, les dieux, son daron ou je sais plus qui, punis-le. Donc ils envoient un putain de taureau de combat énorme, qu'ils enculent avec Enkidu, globalement. Donc les mecs sont trop forts. Et même, je sais plus si c'est Enkidu ou Gilgamesh, ils prennent une cuisse du taureau, ils l'envoient à la gueule de Ishtar. En mode, vraiment, c'est... Ouais, ils lui disent, voilà, ton taureau de merde, là, qui était censé être la punition divine, tout, dans ta gueule. Donc là, les dieux, ils sont pas contents quand même, parce que, ils ont niqué Umbaba, ils étaient pas contents avant. Et là, le taureau, et en plus, il manque de respect à Ishtar. Du coup, ils disent, Enkidu, salut, t'es malade et tu meurs quelques jours après. Donc là, ça se finit comme ça pour Enkidu. Donc c'est très triste. Et Gilgamesh, encore une fois, il se rend compte de sa mortalité. Parce qu'il est très triste, et il pleure pendant des jours son ami, logique, ils ont fait les 400 coups ensemble, c'était vraiment son frérot. Mais il se dit, putain, c'est vrai que je suis mortel quand même. Et donc il part en quête d'immortalité. Il va voir un sage, alors lui, Una Pishtim, un truc comme ça. Le mec, il a un nom de folie. Et en fait, c'est un mec qui est immortel parce qu'il a survécu au déluge. Le déluge qui est en gros, pareil que dans la mythologie chrétienne, c'est Noé en fait. Oui, ok. Je t'en avais parlé un peu avant. Et donc du coup, il arrive à trouver ce gonze. Et Una Pishtim, voilà. Il lui dit... gros, je peux pas te filer mon immortalité, c'est pas un truc, tu sais, c'est pas des clés, tu vois, c'est pas des clés que je te file pas les clés de l'immortalité. Je te fais pas un airdrop en fait, c'est pas comme ça. Voilà, tu peux pas airdrop l'immortalité, c'est pas possible, ça se passe pas comme ça. Donc il a dit, gros, c'est que les dieux qui peuvent donner ça, donc t'es un peu niqué. Par contre, je connais une fleur qui peut te faire rajeunir un peu. Ok. Gilgamesh, il fait, vas-y, je vais prendre. Au final, il part, pareil, en quête et tout. Au final, il trouve la plante, la fleur. Et en fait, le mec, il la laisse traîner un peu, ou bien la plante, elle se fait graille par un serpent. Donc le mec, son truc qu'il était parti chercher en épopée, machin et tout, elle s'est fait manger. Il se le fait hagard. C'est ça, elle s'est fait manger par un serpent. Et en fait, il me semble que Gilgamesh est le premier homme stoïque au monde, parce qu'il voit ça, et il se dit... voilà, en fait, j'ai beau être un demi-dieu, j'ai beau être fort, je peux pas échapper à la mort. Et là, en fait, intervient une grande sagesse de Gilgamesh, et il se dit que son immortalité, il l'obtiendra par le règne bon qu'il apportera à son peuple. Et donc, c'est à partir de là c'est ça. Et donc, c'est à partir de là qu'il apporte prospérité à son peuple, qu'il écrit des tablettes aussi, il me semble, dont ses histoires, ses récits. Mais... De quoi ?
Qui grave les tablettes, parce qu'on Voilà, n'écrivait qui pas grave. à l'époque. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des tablettes de pierre, comme j'ai dit au début. Mais Donc, du du coup, coup, précision d'ailleurs, j'ai fait un peu de droit, donc je peux me permettre. Vas-y. C'est d'ailleurs en Mésopotamie qu'on a retrouvé le premier texte juridique de tous les temps, qui est le Code d'Hammurabi. Voilà. Ok. Et qui a été retrouvé du coup en 1902, mais qui serait daté d'environ moins 1750 avant Jésus-Christ. Et qui a Oui, été mais retrouvé dans la cité de Babylone à l'époque. Mais ça c'est une... Enfin, vraiment, l'histoire sumérienne est une dinguerie. Moi, je l'ai appris avec, justement, me renseignant pour le podcast. Et c'est pour ça que j'ai adoré, parce que c'est vraiment la langue la plus ancienne écrite. C'est les traces les plus anciennes qu'on a. Les traces les plus anciennes. Et en plus, les Sumériens avaient vraiment des modes de vie axés très... Enfin, des valeurs très axées famille, agriculture, habillement, hygiène. Enfin, c'était moins 3000 avant Jésus-Christ, mais les mecs étaient déjà grotesques, quoi. Et donc voilà, donc pour finir sur Gilgamesh, globalement, il a apporté prospérité à son peuple. Et c'est comme ça qu'il a transcendé l'histoire. Et on a des traces de ses écrits sur 2000 ans, à peu près. C'est-à-dire qu'on a trouvé des tablettes qui datent de moins 3000 qui parlent de lui. Enfin non, plutôt de moins 2500 jusqu'à moins 500 avant Jésus-Christ. Donc le mec, vraiment, on a raconté Gilgamesh pendant 2000 ans. On a raconté Gilgamesh pendant 2000 ans, et après, en 1849, on a retrouvé des écrits, et aujourd'hui, on en reparle. Et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant, et que je voulais en parler aujourd'hui. Donc, Gilgamesh, premier chat de l'histoire. Mais surtout, c'était l'histoire qui a été racontée aux enfants. Putain, quelle éducation. C'est vrai. C'est vrai que... On en a parlé, c'était la première chose que tu m'as dit. Tu m'as dit, avant, on racontait ça aux gosses. Après, c'est normal qu'ils devenaient des tchads. C'est vrai, mais t'es là, t'es petit, on te raconte Ulysse, on te raconte Gilgamesh, on te raconte tout des mecs, mais c'est... On te dit la mort t'y échapperas pas, mon garçon. Un enfant de 5 ans, tu vois. Enfant de 5 ans, moi je me souviens quand j'étais gamin, jusqu'à mes 12 ans, je me disais putain, mais comment je vais faire quand je vais être plus grand et que je vais devoir éteindre la lumière avant d'aller me coucher et je vais devoir éteindre la lumière du salon. C'est ce truc où c'est moi d'éteindre la lumière, c'est pas mon daron. Et t'es comme ça, tu trembles un petit peu quand tu te dis ça, et t'as 12 ans. Ouais, à leurs 6 ans, on te disait, tu vas crever. tu vas crever à un moment, tu vas crever, mais si tu fais comme le mec que je te raconte depuis que t'es petit, là, tu vas transcender l'histoire. Tu vas être là, tout le monde va te respecter. Et ta vie sera cool. Mais oui, parce que les mecs avaient des vies de folie. Bon, pour la plupart, il y en a quand même qui ont été maudits et tout, donc ils ont un peu galéré et tout. C'est lequel c'est pas Prométhée qui voulait apporter le feu aux hommes et tout, et qui, du coup, il se fait torturer pendant je sais pas combien d'années ou de centenaires. Je sais plus, mais à l'époque, en fait, ce qu'on appelle exclusion sociale et harcèlement, c'était juste, on disait il est maudit. Oui. T'avais pas, il se fait harceler. Non. Lui, il est maudit. Même ça, c'est plus stylé, tu vois. Genre, dire à tes parents, je suis maudit, c'est plus stylé que dire je me fais taper à l'école. Personne qui me respecte. Ouais, t'es maudit par un tel, tu vois, t'es maudit par le dieu truc. Ouais, tu sais, en mode, c'est divin. C'est pas juste Fredo parce que ça fait 5 ans qu'il est en surpoids, qui te tape pour ton goûter, quoi. Là, c'est divin, on t'a maudit et tu seras libéré à l'éternité, quoi. Non, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, c'est la faute des autres, alors qu'avant, il y avait quand même une notion de t'es maître de ton destin, tu vois, quand même. Ouais. Même s'il y a les dieux et tout, enfin, les mecs, ils se battaient contre les dieux, enfin, ils se battaient contre la divinité même. Et ils ont... Enfin, il y a les écrits sont énormes, quoi. Le tableau qui est peint de ces personnages, il est magnifique. Il est magnifique. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, et ouais, en me renseignant sur l'épopée de Gilgamesh, je me suis dit, mais putain, mais avant ça, c'était ta petite comptine pour aller te coucher. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge. Fais pas confiance au mec poilu dans la rue. Qu'est-ce que c'est ça ? Mais moi, je m'en bats les couilles. Où t'as un éléphant qui dit qu'aujourd'hui il sent bleu au lieu d'être de sentir rouge. Non, mais ce que je me dis, la réflexion que je vais faire, c'est que ça se trouve, à l'époque, il y avait d'autres récits
comme l'épopée de Gilgamesh, tu vois. Mais ça se Oui. trouve, il y en avait d'autres qui avaient les mêmes morales nulles qu'on a aujourd'hui, tu vois. Mais ils perçaient pas. Bizarrement, on les Ils ont voit pas pas. traversé l'histoire. Ils ont pas traversé l'histoire. Parce C'est que ça, ceux mais qui de nous toute façon, racontaient, à mon avis, enfin, ils avaient pas assez de sous pour graver des écrits. Voilà. Mais voilà, c'est ça. Non mais l'histoire n'a retenu que les forts. Ça peut être déjà un des prémices de notre de nos conseils. Voilà, vous comprenez de l'idée, nos- vous comprenez l'idée du podcast, ça y est. Voilà. C'est exactement ça. Non mais les gens retiennent ceux qui se la sont donnés globalement. Très simple, oui. Et même ceux qui se la sont donnés, mais qui n'ont pas été le top du top, ne sont pas rappelés. Hop, je donne un exemple comme ça. Tout le monde connaît la photo de Mohamed Ali où il a mis une patate et il gueule contre le mec au sol. Oui, Qui était le mec au sol? je ne sais pas. Alors que moi, et moi non plus. Alors que je m'y connais un peu en sport, et je crois savoir que ce mec était quand même chaud, parce que t'arrives devant Mohamed Ali, voilà. Mais personne ne sait qui est ce mec. Et le mec, il est sur toutes les photos de l'histoire, tu vois. Mais personne ne sait qui c'est parce qu'il est à terre. On s'en fout. Tu sais, il n'y a aucun gamin qui dit oh, c'est qui lui en pointant le mec au sol. Voilà. Et donc là, on parle d'un mec quand même qui était boxeur professionnel face à Mohamed Ali, qui a eu les couilles d'aller sur le ring, qui s'est entraîné des années, et personne ne se souvient de lui. Et surtout que Il a pas gagné. Et il me semble que c'était un combat pour le titre, donc bah à l'époque le mec était connu, mais oui après une fois que sa carrière était finie, Oui, bah voilà, il a marqué il est personne. même plus connu. Il a marqué personne. Mais tout ça parce qu'il n'a pas gagné, tu vois, sur cette photo en tout cas. Enfin, Oui. Non mais voilà. Donc je pense que pour cette rubrique, la poésie de la Haide, c'était assez complet. Moi je tenais vraiment à raconter l'épopée de Gilgamesh et j'espère que ça n'a pas été trop long, que ça a été assez clair. Mais oui, voilà ce qu'on racontait aux enfants avant, quoi. Moi, ça me fait... Moi, je suis ébahi devant ça. Je suis ébahi, j'ai envie d'y retourner. Bon, après, on n'était pas soigné pareil qu'avant. Mais tu sais, avant, si je tombais malade, t'avais quand même moyen d'être, tu sais, en mode putain, ouais, mais je suis maudit par les dieux, tu vois. C'est pas aujourd'hui, je suis malade, putain, j'ai... Ouais, mais après tu décèdes quoi. Ouais, c'est vrai. Et t'es pas rappelé par l'histoire. Donc, Et puis tu décèdes à 25 ans, si tu vis en bonne santé, tu décèdes quand même à 25 ans quoi. Ouais, bon, on va se contenter de lire les histoires et de transcender l'histoire aujourd'hui alors. Exact, oh magnifique. Putain, mais quel homme, quelle personne. Non, donc, Magnifique. on va pouvoir parler du coup du Conseil des sages. Ouais, le conseil des sages. Le Conseil des grands sages que nous sommes même. Oh, il ose le dire. Aujourd'hui, on va vous parler de méditation. Méditation, c'est quelque chose que toi tu pratiques depuis assez longtemps. Belle lurette. Ça fait... Putain, je viens de me rappeler d'un truc quand j'ai commencé la méditation. Je mettais un tapis et je me mettais en tailleur par terre. Aïe. Ah, et c'est pour dire. Ouais, moi ça fait 2-3 ans que j'ai commencé la méditation. Et au tout début... Avec régularité folle ou pas? Où il y a eu des arrêts, ça fait 2-3 ans que le concept de méditation est inscrit en toi, on va dire. 2-3 ans, il y a eu des arrêts, des reprises. Il y a eu des arrêts très longs, des arrêts assez longs. Il y a eu des arrêts courts de temps en temps, mais il y a eu des moments, même il y a 2-3 ans, où pendant un mois, je le faisais et tout. Où j'ai fait de la méditation assis en tailleur, sur un tapis de yoga, allongé, parce qu'il proposait aussi de le faire allongé, je l'ai fait allongé. Je l'ai fait assis sur mon lit, je l'ai fait assis sur ma chaise. Maintenant, je vais assis sur ma chaise. Je l'ai fait aussi. On l'a fait en duo aussi. C'est réel. Je l'ai fait aussi en duo, à plusieurs. Je l'ai fait aussi en marchant. Je suis capable, je pense, de la faire en vélo, mais non, avant. Mais et je l'ai fait avec des applications en français, en anglais, avec de la musique fait exprès pour la méditation, de la musique normale, sans aucun son. Bref, j'ai fait beaucoup de formes de méditation, mais à chaque fois, ça a toujours eu des effets positifs. Positifs pourquoi tout simplement, aujourd'hui, en tout cas, je fais la méditation de deux manières, on va dire. Assis sur ma chaise, sans rien, aucune musique, aucun son.
Et mon objectif de cette méditation, parce on peut avoir plusieurs objectifs dans la méditation, mon objectif dans celle-là, c'est ne penser à rien, être passif dans mon cerveau. Voilà, c'est comme si je vous disais, vous faites du sport, vous faites des sprints, et d'un coup, de la récup. Sprint, récup, et pendant la récup, on fait rien. Et nous, dans nos journées, actuellement, tout le monde, c'est tout le temps du sprint. C'est tu cours, puis tu dors. Donc quand tu dors, tu es en récup, et après tu sprints. Et donc la méditation, c'est une récupération dans la journée. À ce moment-là pour moi. Donc voilà, donc là, quand je m'assieds, je récupère, donc je me concentre sur ma respiration, et le but c'est d'avoir le moins de pensées possible. Mais maintenant, j'en ai rajouté une nouvelle, oui, j'en ai rajouté, je la fais beaucoup plus celle-là en ce moment. Il faut que je réintègre justement la méditation, je récupère. Mais c'est en mode marche méditative, c'est-à-dire que le matin, dès le réveil, après ma douche froide, je vais marcher 10-15 minutes, et j'ai pas d'écouteurs, rien, j'ai aucun son, et juste je suis dans ma tête et je réfléchis, et je me laisse penser, etc. Et je réfléchis. Donc moi, c'est une forme de méditation pour moi, mais c'est une marche méditative, voilà, où je vais chercher la réflexion, mais je me laisse aller dans mes pensées. Et donc ça a toujours été bénéfique, parce que déjà, le fait les marches méditatives, on va dire que c'est bénéfique parce que tu t'en ressors, tu as plein d'otages, tu as fait le tri dans ta vie, tu as des idées, tu as des projets, etc. Et celle où tu récupères, et comme je te disais la dernière fois, quand tu le fais par exemple le matin avant de travailler, tu te fais chier. il y a des moments où ça passe vite, et quand ça passe vite, du coup, tu as bien récupéré, tu es content, et tu peux aller bosser. Et il y a des moments où tu t'ennuies, et tu t'ennuies, et quand tu as fini de t'ennuyer, tu es en mode, je suis prêt à faire tout. Donne-moi l'exercice de maths que j'avais pas envie de faire, donne-moi la dissertation que j'avais pas envie de faire depuis une semaine, et putain, je vais te la faire. Donc vas-y, je te laisse reposer, après j'aurai d'autres trucs à dire derrière, mais voilà, c'est un peu mon expérience. C'est vrai que moi, mon expérience avec la méditation, elle est alors un peu moins ancienne que toi, on va dire, mais moi j'arrive pas à savoir quand est-ce que je l'ai vraiment commencé. Je pense que j'ai vraiment commencé l'année dernière. Donc ça doit faire une bonne année, voire 1 an et demi que j'ai commencé à méditer. L'année dernière, parce que je commençais à avoir des habitudes un peu solides, et puis je l'avais incorporé. Et malheureusement, il y a eu les vacances d'été qui sont arrivées. Aïe. Et là, les vacances, les amis, c'est la perte d'habitude par excellence. Et autant si tu perds ton habitude pendant 2 semaines de vacances, tu vois, tu l'as pas trop oublié, ça revient quand même. Mais 2 mois sans faire ces petites reviews, quand t'as des expériences qui arrivent, les noter pour noter tes sentiments, pour écrire ce que t'as et tout. Pendant 2 mois, ne pas le faire, pourtant il s'en est passé des choses. Et j'ai perdu tout ça. Et surtout que moi, il faut dire que ce début d'année était assez compliqué pour moi, parce que, en gros, l'année dernière, j'étais en BUT, en bachelor universitaire et technologique, que j'ai fait pendant 2 ans. Et il y a eu une réforme, bref, en gros, je pouvais intégrer les écoles d'ingénieurs, ce que j'ai fait. Sauf que j'ai eu un parcours assez sinueux pour faire rapidement. Et donc, du coup, je me suis beaucoup remis en question au début d'année. Parce que je ne m'attendais pas réellement à faire ça, à faire ce que je faisais aujourd'hui. Et je pensais énormément. Et sauf que je pensais sans penser. Parce que j'étais tout le temps en train de faire quelque chose. Et au final, mes pensées étaient inutiles. Et je n'arrivais pas. J'avais tout le temps mon cerveau qui était pris par ça. Et je n'arrivais pas à faire le tri, à dire ce qu'il fallait que je fasse, à trouver des choses à faire. Parce que surtout, moi, c'est un truc que j'ai remarqué. Je me suis fait la réflexion dernièrement. Les gens qui sont pas dans le même milieu que nous, tu sais, qui ont pas cette volonté d'évoluer, d'avancer, de devenir meilleur, tu sais, eux, ils sont heureux, genre, tu sais, ils sont bien dans leur truc. Après, l'histoire les retient... Exactement ce dont tu veux parler. L'histoire les retiendra pas, tu vois. Donc moi, c'est pas mon délire. Mais je sais pas, Et j'avais vu 2 merdes, genre, en rentrant de chez moi, 2 merdes devant moi qui fumaient, ça puait le shit et tout, tu vois. J'étais là en mode, mais déjà je les méprise, mais je les vois rigoler. Et je me dis, mais quand même, comment on appelle ça ? L'insouciance, c'est beau, quoi. Mais après, des fois, elle n'est que en apparence.
vois, moi, je me souviens des fois. Oui, non, mais c'est sûr, où ça, c'est même, certain. même moi, il y a des fois, tu sais, j'arrive et tout, j'arrive à rigoler avec des potes, et quand je rentrais, et que genre, j'étais pas content de mes performances ou mes trucs comme ça, genre, t'es plus du tout content, tu vois, t'es en mode, t'es pas, enfin, je vais pas dire t'es malheureux, mais genre, t'es pas à ton prime, tu vois, tu vas Mais y ça, chercher plus loin. mais ça c'était un truc. Je fais le lien avec ce qu'avait dit David Goggins, il me semble, dans une conférence. Et tu sais, il disait, tu peux être avec des gens, tu peux être avec les réseaux sociaux et tout, mais il y a un seul endroit où t'es tout seul 24 heures sur 24, Dans ta 365 tête. jours sur 365, dans ta tête. Et si tu sais pas gérer ce qu'il y a à l'intérieur de ta tête, Ouais. si à un moment Ouais. tu dois te retrouver seul, mais tu vas être submergé. Donc oui, l'insouciance est très belle, et entre guillemets, j'ai envié ces gens 2 secondes. Enfin, même pas 0,5, tu vois. J'étais là en mode, putain, ils rigolent quand même. Et après, je me suis dit, oui, mais l'histoire les retiendra pas. 2, ils vont rentrer chez eux, ils vont sortir de la douche, et ils vont voir leur corps éclater au sol. Ils vont se dire, putain, mais là, si on veut me voler mon téléphone portable, bah, je n'ai d'autre choix que de le donner, en fait. Je n'ai d'autre choix. Voilà. Et en fait, chaque chose est une menace dans leur vie. En fait, il y a un coup de vent est une menace pour eux. Un mec qui leur demande, tu sais, qui leur donne un prospectus dans la rue, ils sont agressés. Ils sont là, ils savent pas. Voilà, c'est ça. Et donc. Alors que toi, les pour- requêtes comme ça, t'acceptes jamais. Ah, plus aujourd'hui. Bravo. J'ai dû repasser avec les prospectus, d'accord? Parce que je savais pas que c'était possible. J'étais comme ça un peu avant. Je savais pas que c'était possible qu'on te talpague comme ça dans la rue et qu'on te prenne ton temps, qu'on t'agresse, parce que le mec, t'es dans ta tête, il te sort de tes pensées. Enfin, c'est criminel. Mais bon, on va retourner un peu sur la méditation. Et donc moi, comme je disais, j'avais toutes ces pensées qui étaient dans ma tête. Et il y a un jour où, parce que pareil, en fait, je me disais, il faudrait que je médite. Mais je le fais pas parce que je suis tellement dans la merde dans ma vie que même. Enfin, je vais pas faire 10 minutes où je fais rien. Je laisse un silence fait exprès. Je vais pas prendre 10 minutes où je fais rien. Eh bah si. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Je te laisse vas-y rebondir, Non, mais c'est très parce que important. Je pense aussi, mais parce que je voulais rebondir dessus, parce que je voulais voir si tu avais le même problème que moi. Moi que j'ai eu longtemps, parce que j'ai commencé avant toi. Et tu m'avais posé la question, je me souviens plusieurs fois, mais quel bénéfice tu en tires? Maintenant, je suis capable de le dire, tu vois, parce que voilà, j'ai eu des années, etc. Et j'ai grandi aussi, je suis capable de mieux argumenter. Mais pendant très longtemps, j'étais pas capable de dire qu'est-ce que ça m'apporte. Tu sais, j'étais en mode, mais je sais que ça m'apporte quelque chose, mais je pourrais pas te dire quoi. Tu vois, Oui. et même moi, au fond, je savais pas quoi. Mais je savais que c'était bien. Et donc, je pense que, à un moment donné, c'est pour ça que j'ai un peu arrêté de le faire. Parce que je savais que c'était bien de le faire. Mais vu que concrètement, j'avais pas d'argument de me dire si je fais pas ça, aujourd'hui je vais être comme ça. Et bien, des fois, le rater, je me disais, bon, bah, c'est pas si grave, ça c'est un peu plus important peut-être. Tu vois. Et donc maintenant, je suis capable d'argumenter de pourquoi il fait ce qu'il faut que je fasse. Mais à l'époque, pas forcément. Et donc, je pense, est-ce que toi, t'avais ça aussi, ce problème de ne pas avoir vraiment d'argument construit pour que c'était bien la méditation une fois que t'avais commencé, et du coup, c'est pour ça que ça t'a coupé un peu? Mais en fait, là, pendant que tu parlais, j'ai eu tellement d'arguments qui ont fusé dans ma tête. Je me suis retenu de te couper la parole un millier de fois. Oui, mais je veux dire, Parce que à vraiment, l'époque. Maintenant, on en a, mais Oui. à l'époque. Non, mais oui, je sais bien. À l'époque, je n'en avais pas parce qu'en fait, et je pense que c'est ce que tu faisais aussi de ton côté, mais tu ne voyais que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire ne rien faire. Tu t'es là, tu te Émerger, poses ouais. pendant 5 minutes, t'es là, tu te poses pendant 5-10 minutes, et tu fais rien, et tu sais que c'est bien quelque part parce que c'est du temps pour toi, tu vois, c'est Ouais, du temps que tu n'accordes pas aux autres et que tu prends uniquement pour toi. Mais en fait, c'est tellement plus profond que ça. C'est tellement, comme on l'a dit avec, comme j'ai dit précédemment avec David Goggins, si tu n'es pas capable en fait de gérer ce qu'il y a dans ta tête au moment où tu te retrouves seul face à ton cerveau entre guillemets, si tu n'es pas en capacité de gérer ça, c'est terrible en fait. C'est terrible parce que bah, tu y seras forcément confronté. Et putain, c'est ton cerveau quoi. C'est une partie intégrante de toi. C'est l'ordinateur de contrôle de ton corps et t'es pas capable de le gérer. Ouais. C'est un truc. Mais je pense qu'on peut. Là, on peut partir, on peut débiter. On peut vous dire, parce que la question c'est pourquoi méditer? Oui, Moi, je voilà. pense qu'on peut partir. Là, parce que là, on va avoir de l'argument.
Moi, je pense qu'on fait un chacun. Moi, je commence sur un qui est très simple. Pour s'endormir le soir, pas forcément méditer dans votre lit, mais en fait, c'est très simple. C'est un concept dont parle Andrew Oberman, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous enchaînez des sprints et de la récupération. Donc toute la journée, votre cerveau il est actif. Vous lui demandez de penser, vous lui demandez de réagir, vous lui demandez de faire ci et tout, d'être en action. Le seul moment actuellement où vous ne le faites pas, c'est quand vous dormez. Mais pas quand vous allez dormir, quand vous dormez. Ok, donc votre cerveau, il est tout le temps, il est passif que de manière inconsciente, quand vous n'êtes jamais conscient. Vous n'êtes jamais passif de manière consciente. Donc la méditation, on va rajouter ça. Donc vous, dans la journée, vous allez être 10 minutes, 5-10 minutes, passif de manière consciente. Vous allez dire à votre cerveau, hop, on se pose, calme plat, et on va chercher la respiration. Et donc, le soir, sans être une méditation, vous, de manière consciente, vous êtes entraîné à faire en sorte à dire à votre cerveau, stop, maintenant, on va se coucher. Et donc, quand vous allez aller dans votre lit, que ça va être l'heure de dormir, au lieu d'avoir comme beaucoup ont 10 000 pensées qui arrivent, il faut faire ça demain, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Bon, déjà, on peut le noter, mais il y en a qui ont plein de pensées et qui réfléchissent. Vous avez appris avec la méditation à dire à votre cerveau, stop, passif, maintenant, on va se dormir. Et donc, moi, tous les soirs, dès que je suis dans le lit, je ferme les yeux. Et c'est bon, j'ai plus aucune pensée et je m'endors en 2 minutes. Mais tu le fais même pas. T'as même pas la conscience, entre guillemets, de méditer, mais c'est juste que t'as tellement bien appris à gérer tes pensées et à dire silence. Ouais, c'est ça. Que c'est pas une méditation, j'ai juste à mon cerveau. Au moment où tu veux dormir, tu sais que tu dois pas penser à des trucs et tout, te faire des histoires. Et donc, du coup, tu fais et dors. En un temps record, hop, le cerveau. Voilà, hop, fini. Mais je voulais. Ah non. Non, mais c'est très important. Moi, mon argument pour la méditation, c'est un truc que je fais régulièrement et qui m'a aidé à sortir un peu de mon état psychologique de merde, un peu au début de l'année. Mais c'est de prioriser les tâches et de se faire un emploi du temps mental. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il y a plusieurs méthodes de méditation. La méthode où on va tenter de bloquer nos pensées pour arriver à ne pas penser. Et après, moi, j'aime bien aussi la méthode où on pense intentionnellement. C'est-à-dire que c'est pas putain, je fais la vaisselle, je suis à mes courses, ah ouais, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça, truc, machin et tout. Non, en fait, parce que ça, c'est oublié en un temps record. Superficiel, aussi. En vrai, c'est de la pensée superficielle. C'est ça. C'est ok, ça vient dans la tête, mais ça part aussi vite que c'est arrivé. Ouais. Et moi, je le fais, j'aime beaucoup le faire avant mes séances de travail. En gros, je me pose 5-10 minutes et je me dis, ok, il faut que je fasse ça dans tel ordre. D'abord, je dois commencer par ça. Tel exercice. Okay, ouais. Ah oui, mais putain, il y a cette matière aussi qui est urgente. Il faut juste que je traite ça avant parce que c'est urgent et ça va pas me prendre beaucoup de temps et tout. Et surtout que, sur 10 minutes de méditation, moi j'ai l'habitude de faire 8, tu vois. Mais généralement, ça me prend, on va dire, 4 ou 5. Et après, j'ai 3 minutes où je bouillonne. Je bouillonne de le faire. Et même, moi j'avais un souci. Ça, c'est peut-être comment dire, un conseil pour les auditeurs. J'ai testé ça il y a pas longtemps, mais la méditation les yeux ouverts. Parce que moi j'avais un souci, c'était que, surtout en fin de journée, j'avais tendance à m'endormir pendant ma méditation. C'est vrai, parce que des fois, tu sais, t'es en pleine journée, t'es fatigué, t'accumules un peu de sommeil. J'ai connu. Et tu te mets à dormir, et donc je me suis dit, je vais garder les yeux ouverts, et donc du coup, tu t'endors beaucoup moins facilement. Et si tu fixes un point, pas tu cherches, tu vois, essaye pas de chercher, pareil, de l'occupation quelque part, parce que tu perds le principe de la méditation. Fixe un point, moi tu dors pas. Et t'es là, mais moi j'étais... Mais je te jure, c'était il y a 2-3 jours. Je voulais t'en parler, mais je savais qu'on allait en parler pendant le podcast. Ouais. Un malade mental. J'étais là, je fixais. J'ai attendu mon réveil, une fois que le réveil a sonné pour signaler la fin de ma méditation. Boum. Non mais c'est-à-dire que même sur une remise de coups à la boxe, j'ai pas été aussi explosif. C'est un truc. mais je te jure, j'étais dans un état. On aurait dit que ma vie en dépendait en fait. Je me suis levé d'une vitesse, mon cœur il battait d'une vitesse, c'était impressionnant. Donc c'est ça. Pour faire le résumé de ça, utilisez la méditation pour ranger et prioriser les tâches que vous allez faire. Soit dans la journée, dans la semaine, ou alors on réduit l'échelle temporelle et dans la période de travail, la période de deep work, on peut l'appeler aussi.
Et après, ça va vous servir, en fait, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. En fait, vous allez bouillonner parce que vous allez tellement vous faire chier que, putain, mais même la plus basse besogne, ça sera, mais une. Je vais m'exalter en le faisant, en fait. Parce que je me fais tellement chier, là. À regarder un point sur le mur, ça sert à rien. Et Ouais, de fou. voilà pour ce conseil. Moi, un autre argument que je peux donner, encore sur la méditation sans penser, et du coup, en rejoignant l'idée de travail, etc., ça a été prouvé, il en parlait Andrew Huberman aussi. Vous pouvez faire une méditation sans penser, du yoga nidra aussi, c'est une autre forme de méditation que je connais pas trop, d'ailleurs il fallait que je me renseigne dessus. Et en Yoga fait, Nidra, Yoga Nidra, c'est vraiment du yoga, j'ai regardé. C'est vraiment du yoga. Et il me semble que tu te mets un peu à dormir, il me semble, dedans. C'est une sorte de yoga où tu dors. Parce que pareil, je voulais me renseigner. Parce que, en plus, tu sais, en anglais, non pas que je comprends pas l'anglais, je le comprends assez bien globalement. des fois il mâche, Mais il disait Yoga Nidra. Et j'étais là en mode, mais qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Et en fait, c'est juste du yoga Nidra. Donc je savais pas si toi tu le savais, mais c'était vraiment deux mots distincts. Ouais, yoga nidra, ouais. C'est vraiment du yoga, un type de yoga qui s'appelle Nidra. Et il me semble, parce que j'ai commencé à faire des recherches dessus, et il me semble que tu te mets à dormir dedans. J'en sais pas plus que ça. Ok. Et en gros, lui, il appelle, à voir, mais il appelle non-sleep depressed, donc en gros, Ouais. repos profond qui n'est pas du sommeil. Oui. Et en fait, ça a été prouvé qu'après une séance de travail profonde, ou en tout cas une séance ou un moment de travail où vous essayez d'apprendre une information, ou alors de relier des informations, bref, quelque chose où vous travaillez la connaissance, d'essayer d'apprendre quelque chose, etc., ou même des projets, etc., si vous faites 1 heure et demie de manière intense, et que derrière, vous faites 5-10 minutes du coup de méditation de cette manière du yoga nidra, ça a été prouvé que ça améliore de manière significative la rétention d'informations, le lien des informations, etc. Mais de toute façon, c'est dans la logique de ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous dormez, quand vous êtes passif, votre cerveau il va faire ses connexions neuronales, parce qu'il va profiter de ce moment de repos que nous on a, d'inconscience, où il n'a pas besoin d'être actif sur certaines parties du cerveau pour aller être actif dans d'autres parties. Et donc là, quand vous faites de la méditation passive, votre cerveau va profiter de ce manque d'activité dans la réflexion instantanée pour aller dans d'autres parties activer d'autres neurones. Et donc, il va améliorer les connectivités qui viennent de se créer. Il va les renforcer et donc vous allez améliorer votre rétention d'informations. Et dans l'idée, c'est fou de se dire de dire à des gens, pour que tu apprennes, tu fais à fond pendant un petit moment et après tu fais rien. Tu fais rien. Et tu vas voir, tu t'apprendras mieux. En gros, l'idée c'est, lui travaille 2 heures, tu travailles 1 heure et demie et pendant 10 minutes tu fais rien et tu apprendras mieux que lui. En fait, le cerveau, c'est un peu. C'est comme un muscle. C'est un muscle. C'est un cerveau, c'est un peu un mec qui se la tue au travail, mais qui est un peu bordélique. Et donc, tu sais, il travaille, il fout des feuilles de partout, il a des idées géniales, il retient des trucs géniaux et tout. Il y a des feuilles de partout. Et il y a juste un moment où il faut que tu lui dises, voilà, fais une petite pause, range un peu les infos là, pour pas que tu perdes la feuille. Tu sais, perds pas la feuille que t'as eu là. Là, ce que t'as, c'est super. Je vais te laisser 20 minutes pour la ranger et la mettre dans le bon tiroir, tu vois. Pour pouvoir la ressortir après, parce que tu peux avoir plein d'informations, si tu sais pas où les sortir, c'est pas possible en fait. Ça sert à rien. Mais c'est comme on pourrait faire la comparaison avec le sport. Hein. C'est comme quelqu'un, il peut faire plus de sport que toi. Disons, il fait plus de séances que toi, plus de trucs, mais il a jamais de repos, il a jamais de jour de repos, il a jamais de bonne récupération. Et bien, toi, tu peux faire moins de séances que lui si tu as une bonne récupération derrière dans tes journées, tu es efficace et tu as une bonne récupération. Tu vas avoir une meilleure. Tu vas avoir juste des meilleurs muscles, tu vas être plus musclé, tu vas être plus esthétique, on va être plus stock, etc. Parce que la récupération, elle est très importante. Parce que la récupération, la muscu, c'est je viens créer des micro-lésions au niveau du muscle, mais au bout d'un moment, il faut laisser le temps aux muscles de se réparer. Peu importe le nombre de sets, etc. que tu fais, t'en as qui vont faire 6 heures les bodybuilders, ils vont faire beaucoup, mais les bodybuilders, bizarrement, ils font pas, alors ils dorment 8 heures, 2 heures pour manger, etc. Bizarrement, ils font pas 14 heures de muscu toute la journée. Même si t'as les fameux à l'ancienne, c'est juste une session de 6 heures de biceps. Qui d'ailleurs n'était pas optimisé. Mais on voit bien qu'ils prennent du repos. Et c'est normal d'avoir une récup hyper importante. Et c'est pareil pour le cerveau. Le cerveau, il y en a, c'est la même logique, c'est un muscle. Il faut qu'il y ait une récupération.
Donc voilà, c'était un autre argument que moi que j'avais pour la méditation, en tout cas de cette manière. Je sais pas si t'en as d'autres, parce que moi, si t'en as pas Oui. d'autres, moi j'en ai encore d'autres. J'en ai pas vraiment d'autres. Après, oui, non, méditation, moi, c'est un outil que j'ai longtemps sous-estimé. L'année dernière, je voyais que ça m'amenait des bénéfices. Et comme je l'ai dit là au début de l'année, j'avais des difficultés. Et à partir du moment où j'ai médité, tout a changé. J'ai commencé à avoir des idées. J'ai commencé à avoir des buts. Tu sais, c'est putain, pareil. Des purposes, des Des sens. purposes, c'est exactement ça que j'avais Un dit. Un sens. sens, Un sens. voilà. Oui, voilà. Et quelque chose que j'avais perdu, je savais pas trop où j'allais. Et le fait de méditer m'a vraiment apporté ça. C'est vraiment, ça va remettre au centre de votre attention des choses dont vous avez besoin. Ouais. Voilà, moi je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai sur la méditation. En fait, je pourrais en parler beaucoup plus, mais je pense que j'ai bien rabâché certaines choses sur la méditation. Ouais. Et voilà, mais je vais te laisser continuer si tu arrives à Moi j'en apporter ai. d'autres. Ben, il y en a d'autres, pour l'instant j'en ai une qui vient en tête, mais aussi ça va vous construire de la discipline. Parce que la discipline Ouais, c'est une c'est compétence de faire des choses, et la méditation c'est une habitude, c'est une manière de créer de la discipline et de construire des habitudes la plus simple possible parce qu'elle vous coûte rien. Pas d'argent, t'as rien besoin, tu peux faire la méditation tout seul. Et donc faire la méditation tous les jours, ça construit une discipline parce qu'on construit l'habitude de faire tous les jours, je fais la méditation. Et donc, tous les jours, si je fais ma méditation, c'est une victoire pour moi, je me construis de la confiance en soi, en moi, etc. Donc, c'est un cercle vertueux, évidemment. Mais c'est surtout que c'est de la discipline qui est facile à construire. Et surtout, la méditation peut être la base d'une routine autour de ça. Quand on C'est commence vrai. la méditation, après on rajoute. Moi, quand j'y repense, la méditation, c'est une des habitudes que j'ai fait le plus tôt. Avant ça, quand j'étais très jeune, j'avais zéro habitude, tu vois, à part de me brosser les dents. Mais t'as pas de genre d'habitude. Et d'autres. et, euh, et manger des céréales à gogo. Mais donc, t'en as pas gavé. Là, maintenant, aujourd'hui, je peux te dire que j'en ai plein. C'est la douche froide le matin, s'étirer, bon, je le fais pas, mais s'étirer, faire des reviews. Bref, il y a 10 000 habitudes qu'on peut faire tous les jours. Mais une des premières que j'ai faites, c'est la méditation parce que elle nous coûte rien, on a besoin de rien, on peut la faire partout. Même quand on est en voyage, même quand on n'est pas chez nous, on peut la faire. Parce que on peut la caler n'importe où dans la journée. Donc, pour moi, c'est vraiment une habitude qui va vous construire de la discipline de manière simple. C'est vraiment une fondation à la discipline. Une fondation à la réflexion, une fondation à la création de projets. Tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'idées, faites de la méditation, vous allez voir, vous allez avoir des idées. Moi, c'est comme ça que j'ai eu des idées aussi. Hein. Donc voilà. Ah oui. Voilà, moi je pense que c'était un peu mon dernier argument sur la méditation. Après, sur la marche méditative, c'est aussi s'autoriser à penser, s'autoriser à réfléchir. Moi, je le fais aussi sur mon vélo, des fois, quand je fais avec la musique et tout, et mon cerveau pense, et donc je réfléchis. Mais ça vous permet de trier votre vie, de prendre du recul sur votre vie. Si tu réfléchis pas, il y en a aujourd'hui, vous ne réfléchissez pas. Vous avez l'impression de réfléchir, en fait, vous réfléchissez à ce ce qu'on vous dit de faire, donc vous faites la chose, et pour faire cette chose, il faut réfléchir. Mais réfléchir sur, de manière plus profonde, ce que je fais, ça n'a rien à voir. De se dire, est-ce qu'aujourd'hui, faire ça, c'est utile? Est-ce que je suis content de moi? Est-ce que je fais un vrai but, comme tu le disais? Est-ce que ce que je fais va me satisfaire à l'avenir? Bref, c'est vraiment avoir une réflexion, prendre du recul, et c'est hyper important pour pas se perdre. Donc, Oui, je suis d'accord. Voilà. Je pense que c'est une très belle apologie de la méditation qu'on a fait là. Ouais. Juste pour synthétiser un peu les formes de méditation qu'on conseille, au moins on garde que ça. Là, on a quand même parlé beaucoup des bénéfices et tout. Mais pour résumer ce qu'il faut faire pour ceux qui ne font pas la méditation, au moins on termine par ça et je pense que ça fera une belle conclusion. Je pense qu'on peut faire un truc synthétique. Voilà, moi je vais dire deux types de méditation parce que c'est les deux qui me sont restés en tête. Et après tu me diras si tu en as une troisième. Mais il y a la méditation où on bloque les pensées. Voilà, de 5 à 10 minutes où on se pose, on s'assoit et on bloque toutes les pensées. C'est-à-dire qu'on pense uniquement à la respiration ou aux sensations qu'on ressent. C'est-à-dire la sensation du plat de notre pied qui touche le sol, les petites brises éventuellement, les petits courants d'air, les petits sons à la limite. Essayer de respirer de manière profonde. C'est-à-dire, on peut respirer du nez. Là,
je respire avec mon nez, tu vois. Après, tu peux respirer un peu en dessous au niveau de la glotte, tu vois, tu respires. Et après, on peut commencer à essayer de respirer avec les poumons. Moi, je n'en suis pas encore à ce stade, mais je suis juste au-dessus des poumons. Vous allez le sentir, hein, plus tu descends, plus tu le sens. Et la respiration, elle a plus rien à voir. C'est une respiration limite de sommeil, tu le sens. Et genre, moi, ma respiration comme ça, c'est. Vous allez chercher loin. Et Voilà. et ça peut. Et en plus, ça donne un petit truc parce que ça vous donne une petite progression. C'est un petit truc moi, que j'aimais bien, c'est que tu sens que tu t'arrives à descendre petit à petit, tu dis c'est un peu mieux, c'est un peu mieux, et tu sens que tu descends, et donc c'est mieux. Voilà, donc ce type de méditation, ou alors la méditation que je vais appeler active, parce que je vois pas d'autres mots, je suis d'accord. mais où on s'autorise à penser, et justement on prend ces 5 minutes pour uniquement penser, et on ne fait rien d'autre à côté, c'est-à-dire qu'on accorde le total de ce temps à uniquement penser à ce qu'on va faire, prioriser les tâches, et voilà, recentrer ce qui est important, comme j'ai dit précédemment. Voilà. Ouais. C'est les 2 formes de méditation que j'ai retenues et que je trouve les plus intéressantes. Une qui servira à dompter votre cerveau, entre guillemets, à apprendre à le maîtriser, et l'autre qui va s'en servir. À puiser dans cette capacité qu'on a eu à dompter. Voilà, c'est ça, qui va s'en servir comme outil. Pour moi, je rajoute, pour moi, je pense que dans le processus, quand on commence la méditation, il faut commencer par la méditation où on bloque les pensées. Je suis d'accord. Un petit moment, genre 2-3 semaines, 1 mois minimum, vraiment, où on va bloquer, et après, on peut alterner ou essayer de faire les deux dans la même journée pour vraiment penser profondément, parce que si vous faites directement penser, vous allez d'abord avoir que des pensées superficielles, parce que vous n'allez pas avoir appris à bloquer ces trucs inutiles, et à dire ça c'est inutile, ça c'est inutile, c'est inutile. Ok, là je réfléchis à quelque chose d'intéressant, je vais aller me plonger dedans. Et après, c'est comme tout, ne faites pas 1 heure de méditation au début, vous dégoûtez, et le plus important reste la régularité, comme on a dit. Le gros point positif de la méditation, c'est que c'est une habitude qui ne coûte pas d'argent, qui ne coûte quasiment pas de temps. Et le faire, je pense, pour moi le minimum, ça reste quand même 5 minutes. Mais même 3 minutes, se poser pendant 3 minutes tous les jours, c'est ce que j'allais dire. C'est déjà beaucoup mieux que se dire bon, je le fais pas par contre, dimanche je vais faire une demi-heure en fait. Non, en fait vous allez vous dégoûter, ça va servir à rien, parce que vous allez. Enfin, c'est pas du tout optimisé. Moi c'est simple, je pense que toi aussi, je n'ai jamais rattrapé de méditation. C'est-à-dire que si j'ai loupé ma méditation, je ne l'ai pas fait dans la journée, et je me suis dit, je l'ai raté. Je me suis jamais dit, demain je fais 20 minutes. Non, jamais, parce que vous allez vous dégoûter, vous allez vous créer une vieille dette. Non, vous avez raté aujourd'hui, on fera demain. C'est ça, surtout que au début, honnêtement, c'est vraiment compliqué. On se dit, mais c'est interminable. Donc 3 minutes, je pense que c'est bien pour commencer à faire 1 semaine ou 2 pour vraiment introduire la chose. Après, on passe à 5 minutes. Et après, ça serait bien entre 7 et 8 minutes pour le 2e mois, on va dire. Le 2e mois. Et après, ça serait bien quand même de faire, je pense, 1 semaine ou 2 de 10 minutes de méditation. Pour voir ce que ça fait et se faire chier encore plus longtemps. Et après, de moduler. Quand on a un peu plus de temps, on fait 10 minutes. Quand on en a un peu moins, on fait 8. Si on en a vraiment pas, on fait 5. Si on a vraiment pas, on fait 3. Mais pour moi, le minimum, ça reste quand même 5 quand on a été introduit à la méditation. Parce que 5 minutes, me fait pas le rat à pas dire que t'as pas 5 minutes dans ta journée. Ça, faut arrêter. Ouais, clairement. Mais donc, pour moi, t'as tout dit. Quand commencer, comment faire, très simple, 3 minutes aujourd'hui. C'est tout. Oui. 3 minutes aujourd'hui, simple, on bloque les pensées. Et toute la semaine. Oui, mais quand est-ce que commencer certains vous diraient demain. Pas demain, vous n'allez pas le faire demain. Aujourd'hui, 3 minutes. Même maintenant. Ouais, moi je vous conseille maintenant. Coupez le podcast. 3 minutes. Revenez sur le podcast. Et après, une fois qu'il est fini, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà. Mais 3 minutes. C'est ça. 3 minutes minimum, on bloque et on prend cette habitude. Et notez-vous dans un petit carnet sur une page, sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, les jours où vous le faites. Trouvez un truc pour traquer la bite, on va dire. Voilà, c'est ça. Avoir manière de voir quand est-ce que vous faites. Et je me suis entendu, j'ai fait Track the habits. Traquer l'habitude, voilà. Ouais, pour suivre l'habitude. Oui, voilà. Et au début, je pense qu'il est normal de pas voir les effets de la méditation. Je pense qu'il faut quand même y être introduit, se forcer pendant 1 mois ou 2. Mais même moi, parce que... Vas-y. Oui. Ben moi, je me suis perdu dans la méditation à un moment.
Et je l'ai recommencé, et c'est vraiment à partir de là. C'est un truc que j'avais vu sur une vidéo, j'ai la citation à côté de moi, là, qui est sur mon bureau toujours. Et je la trouve très vraie. Mais c'est que j'ai appris de mes erreurs, et je peux pas les faire. Enfin, je peux pas vous les apprendre à votre place. Je peux pas faire les erreurs Oui. à votre place. Donc, je pense qu'il faut le faire, il faut y être introduit et voir un peu ce que c'est. Et c'est quand on sera dans des mauvaises postures et qu'on va l'adopter et qu'on va voir les réels effets positifs qu'on va vraiment en tirer le plus grand bénéfice. Mais c'est, vrai que mais c'est vrai que de nous croire sur parole et de le faire et de ne plus jamais l'arrêter, ça vous évitera sûrement d'avoir des couilles dans votre vie et des moments d'égarement. Oui, mais je rajoute aussi que je pense qu'on veut un peu simplifier le truc parce que moi je me souviens quand j'avais commencé parce que je sais plus, quelqu'un avait dit c'était bien. Voilà, ça, on m'avait juste dit c'est bien. J'allais voir des tutos sur internet et les mecs disaient ouais, ça va vous détendre. Donc j'étais en mode bah moi je suis déjà détendu, enfin je suis au lycée, je suis en première, je suis pas stressé quoi. Mais donc là voilà, on vous a donné des arguments, certains scientifiques, certains que voilà nous on a ressenti, etc. Pourquoi continuer la méditation donc, et pourquoi la faire et la continuer. Donc je pense que ça va vous simplifier dans le fait de si jamais vous vous perdez, que vous arrêtez, de revenir à ces arguments et d'essayer de voir si ça s'applique à vous ou pas. Dans votre expérience, si ça vous arrive. Vous verrez bien. Moi, j'ai bien remarqué que les jours où je les faisais pas, j'étais beaucoup moins productif. Bref. Grosse partie ce conseil des sages, mais très intéressant. Oui, mais c'est surtout à croire qu'on est sage. C'est ça. Non, mais c'est surtout que là, je vois, on a quand même délimité un peu les parties, chacun de notre côté. Et vraiment, là, je le vois, le conseil des sages, c'est celle où il y a le moins écrit, et c'est celle où on a le plus parlé. Bon, après, c'est celle où je pense qu'on avait le plus d'expérience aussi. Donc, pour ça, vraiment, cette rubrique, le conseil des sages, on va vraiment faire en sorte de vous apporter des retours de nos expériences qu'on a observées. Les échecs aussi qu'on a pu rencontrer dans ces expériences qui sont très formateurs. Comme on l'a dit, les échecs, je pense que les échecs c'est le meilleur des professeurs. Moi je le vois à la boxe, ça fait pas longtemps que j'en fais. Je me prends des patates et je sais que ma garde n'est pas bonne. C'est-à-dire que c'est le meilleur professeur. Un mec qui me dira lève les bras et tout, si je prends pas de patates, je me dis oui mais je m'en bats les couilles, le mec sait pas me frapper. Mais s'il y a un mec qui m'en met des bonnes, c'est seulement comme ça que je vais me mettre à monter ma garde. Voilà. Donc on va vraiment essayer de faire ça. Et je pense que c'est bien pour cette rubrique. On va pouvoir passer à la prochaine. Ouais. Oui, je suis d'accord. Alors, donc, la prochaine. La prochaine, vas-y. L'exposé du scribe. Pourquoi l'exposé du scribe ? Parce qu'évidemment, on va partir d'une citation et on va essayer de la décortiquer ensemble. Et nous, d'en donner notre avis, etc. et de ce qu'on en pense. Et voilà. Mais pourquoi l'exposé ? Tu vas nous faire une présentation comme quand tu étais au collège, Enzo ? Non, ça va pas parce que exposé est aussi un synonyme qui veut aussi dire démonstration, développement, élaboration. Simplement, il faut savoir enrichir son langage. L'exposé, maintenant, quand on pense à l'exposé, c'est l'exposé qu'on voit en classe, mais en fait, ça ne veut rien dire. L'exposé, c'est plutôt une exposition, et on a raccourci le mot à exposer, mais ça n'a pas vraiment le même sens. Non, mais d'ailleurs, quand tu y réfléchis, je pense qu'étymologiquement parlant, l'exposé, quand tu regardes vraiment, si tu penses que l'exposé, c'est vraiment ce que tu fais au collège, l'exposé t'explique quelque chose à tes camarades. Donc étymologiquement, c'est juste qu'on a perdu, le sens c'est un peu perdu, je trouve, mais il est toujours là. Et scribe, dis-moi Enzo, scribe, c'est quoi l'exposé du scribe ? Et bien, scribe, tout simplement, scribe, en fait, c'était à l'époque, évidemment, tout le monde ne savait pas lire ni écrire. Et donc, les scribes, souvent, c'était ceux qui, du coup, écrivaient. Enfin, il y avait aussi les moines, mais les scribes, c'était ceux qui écrivaient, qui retranscrivaient les textes, par exemple, quand il fallait faire une traduction. Ou que parce que ce qui arrivait à l'époque, c'était que les livres ne se conservaient pas aussi longtemps. Donc, des fois, il fallait, sur les gros textes, réécrire le texte sur du nouveau papier. Le problème d'humidité et tout, on n'avait pas les merveilleuses... C'est ça. Et donc les scribes étaient aussi ceux qui décryptaient les textes et qui l'expliquaient, qui expliquaient aux autres, vu qu'eux ils arrivaient à lire et donc ils pouvaient retenir les notions. Donc voilà, aujourd'hui on se présente un peu comme des scribes à partir de l'abstrait pour aller dans le concret. Il est riche ce podcast.
Mais quel podcast, quoi. Bravo. Non, j'aime bien. Non, j'aime bien parce que, pareil, là, je t'ai posé les questions, entre guillemets, même si tu me l'avais dit avant, un peu avec, de manière théâtrale. Mais Ouais. c'est vrai que Scribe, je vois ce que c'est, comme la plupart des gens, j'imagine. Mais l'explication bien plus profonde, elle est vraiment très intéressante. Donc, on va pouvoir enchaîner justement sur l'exposé du Scribe. Allez, aujourd'hui, on partira sur la citation du Dalai Lama, tout simplement. Pas un random. Dit... Oui, voilà, pas un mec qui a spawn. C'est pas le pecno du coin qu'on a pris dans la rue. C'est quoi la première chose à laquelle tu penses? Micro-trottoir. Combien de rapports par semaine? D'accord. Et après, on lui a posé la question sur ça. Donc voilà. Donc, la citation, tout simplement. La douleur est inévitable. La souffrance est optionnelle. Ok, d'accord. Voilà. Il avait un bel accent français quand même, le Dalai Lama. Oui, bah écoutez, il est quadrilingue. Non, mais oui. Non, donc on va parler un peu de cette citation que tu as trouvée d'ailleurs. Oui, que j'ai. Parce que j'ai pas mal de citations en stock. Ah bon? Oui, il s'avère que oui, j'ai fait des recensements de citations. D'accord. Mais on peut le retrouver où, ce recensement de citations, Enzo? Je te lance, tant qu'à faire. Non, il me lance. Il me lance, mais c'est pas encore sorti en français. Ouais, dommage. Mais j'ai un livre sur Amazon avec 365 citations, une par jour, évidemment, en anglais, mais je vais le sortir en français incessamment, sous peu. Expression, là je me suis surpassé. Juste, moi je vais venir, on va aller dans l'étymologie, pas trop dans l'étymologie, mais plus dans la définition des termes. Okay. Juste que pas ma définition à moi ni à toi, de ce qu'on en comprend la citation, mais juste voilà pour faire on va dire une présentation vraiment de la citation. Donc la douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. La douleur, on pourrait la définir comme une sensation désagréable ressentie dans le corps ou l'esprit. C'est vrai qu'on peut avoir des trucs qui sont internes et qui ne sont pas forcément là. Elle peut être causée par une blessure physique, une maladie ou des facteurs émotionnels. Voilà. Bon, facteur émotionnel. Moi, ça va. Juste facteur émotionnel, peut-être dans la douleur. Moi, j'irais peut-être pas par là, voilà. Et la souffrance, la souffrance est une expérience émotionnelle désagréable qui peut résulter de diverses causes, telles que la douleur physique, les difficultés émotionnelles, les traumatismes, etc. Elle peut se manifester à la fois sur le plan physique et psychologique. Moi, je suis plutôt d'accord sur celle-là. Ok, oui, globalement, je suis aussi. Donc voilà, donc moi, là où je suis d'accord, c'est que comme ils disent, la douleur peut être une cause de souffrance. Oui. Voilà. Donc moi, comment je vois cette citation? C'est très simple, c'est que la douleur... Alors que ce n'est pas réciproque. La douleur peut induire la souffrance, mais tu pars pas d'une souffrance à une douleur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. L'un entraîne l'autre, mais l'autre n'entraîne pas l'un. Ouais, et surtout, ce qui est bien dit dans la citation, c'est aussi que la douleur n'entraîne pas forcément de souffrance. Oui. Donc, où est-ce qu'on veut en venir avec cette... Donc, moi, la citation, comment je la lis? C'est que la douleur, donc l'expérience physique, émotionnelle, etc., on peut pas y échapper. Ok, on peut pas y échapper. Nous, on fait par exemple des sports, on va ressentir de la douleur. Quand tu vas faire un plaquage, tu vas te faire mal, tu vas prendre des coups de crampon. Toi, quand tu vas faire de la boxe, tu vas te prendre des coups. Tu vas te faire mal. Même quand tu vas mettre des coups, tu vas te faire mal à la main des fois. Alors que c'est toi qui mets le coup. Donc, on va chercher, on va avoir de la douleur, on va avoir mal. Pareil, la douleur, par exemple, des fois, c'est douloureux de faire les devoirs. On n'a pas envie. Et il n'en reste que c'est douloureux. Mais ça, évidemment, ça fait partie de la vie. On ne peut pas y échapper. Mais quand on y pense, la douleur, voilà, on le voit, nous, avec le sport, on est prêt à l'accepter. Et beaucoup de gens, sans se rendre compte, sont prêts à accepter énormément de douleur. Même si c'est subjectif, on est prêt à l'accepter. Par contre, la souffrance, quand on dit je souffre, c'est plus profond. Personne ne veut souffrir. C'est ça, mais alors, je voulais pas sauter à la conclusion directement, mais au pire, si je le fais, il y a quoi? Il y a quoi maintenant? Mais c'est que, personnellement, quand je vais à la boxe, par exemple, je ressens de la douleur quand je prends des coups, voilà, mais je n'en souffre pas. Il n'y a aucun moment où je me dis... Enfin,
j'arrive pas vraiment à le qualifier, mais il y a aucun moment où je me dis ah ouais non c'est trop dur. C'est dur à dire, Enfin, t'as vu, c'est dur à expliquer. Oui, c'est très dur, mais c'est-à-dire que la douleur, oui, la citation le dit très bien, la douleur elle est inévitable parce que même dans tous les jours ça arrive, je sais pas, tu te tords la cheville en marchant, il y en a qui ça arrive, tu sais, ils arrivent pas à rester sur leurs deux pattes, donc du coup ils se tordent la cheville ou quoi. Ouais. Mais après la souffrance, ce qui va arriver derrière cette douleur, ça ne dépend que de la personne. Exactement. Moi, là où je suis je suis vraiment d'accord avec la citation, c'est la souffrance est une expérience émotionnelle désagréable qui peut résulter de douleur. C'est que la souffrance, on s'y met soi-même dedans, en fait. C'est nous, quand on se fait mal au sport, on souffre pas parce que, en fait, c'est pas une expérience émotionnelle désagréable forcément parce qu'on se fait mal, mais on va chercher quelque chose de plus. On va chercher la victoire, on va chercher quelque chose. Donc en fait, ça ne fait pas du tout souffrir. Mais par exemple, qui peut être une douleur où on va souffrir, où ça va nous faire chier, où ça va être horrible, c'est tu te cognes le doigt de pied, t'as une douleur. Deux manières Oui. de réagir. Poum, je continue à marcher. Je m'en branle, je passe à autre chose. J'ai de la douleur, point. Ça n'a rien changé à ma journée. Ça ne change rien à mon humeur. J'ai de la douleur, elle était inévitable, je me suis tapé le doigt de pied. Bien sûr que j'allais avoir mal. Par contre, je souffre pas. Ou alors, je peux faire. Le Raptor avait d'ailleurs relevé quelque chose de très intéressant et que j'applique depuis. Quand tu te colles le doigt de pied, est-ce que tu vas encore souffrir dans 10 minutes ? Non. Next. C'est fini. On Oui. n'en parle plus. La douleur, elle est là, mais pas en souffrir. Tu vas pas. Voilà. Donc je te laisse continuer. Oui, voilà. Et surtout, et donc, il y avait cette première action que j'ai dit. Et il y a la deuxième de ah putain, casse les couilles. Et donc, hop, qu'est-ce qui se passe ? Je suis énervé. Énervé, qu'est-ce que c'est ? Une expérience émotionnelle désagréable. Donc voilà. Donc, par ma réaction à la douleur, je souffre. Et donc, un petit truc insignifiant, se cogner le doigt de pied, c'est insignifiant, va conduire à me faire passer un mauvais moment, de peut-être 10 minutes, mais peut-être qu'après ça va influer sur ma journée, parce que je vais arriver énervé quelque part, ou que je vais rester dans cet état émotionnel, et donc ça va avoir des répercussions, et peut-être et d'ailleurs ça peut faire l'effet papillon. T'es énervé, tu devais aller voir, je sais pas, une meuf en rendez-vous, du coup tu vas être énervé, du coup tu vas pas être dans des modes move, du coup tu vas pas choper la meuf, du coup tu vas pas avoir de copine alors que t'allais avoir une copine, du coup tu vas être énervé parce que t'es célibataire, bref, j'extrapole. Mais donc, la souffrance n'endure que de souffrance, et c'est juste une situation où on s'est mis dedans. Je donne un autre exemple. Faire ses devoirs, faire une dissertation, faire des exercices. Ça peut être douloureux, parce qu'on a envie de faire autre chose. Et il y en a, moi j'en faisais partie, ça peut m'arriver des fois. Je vais avoir la douleur de faire la chose, mais je vais surtout avoir la souffrance d'y penser. Ouais. La souffrance de me dire ah je dois faire ça et de pas m'y mettre. Ah je dois faire ça. Ah putain je dois faire ça. Et des fois il y a des jours, mais ça doit arriver à ça. Tu te dis vas-y je le fais pas maintenant, je le fais samedi fin d'après-midi et t'es samedi matin. Toute la journée tu vas souffrir. Toute la journée tu vas être en mode tu vas faire les choses et tu vas savourer qu'à moitié. Tu vas savourer qu'à moitié parce que tu vas dire ah putain gavé chiant et tout. Et il y a deux problèmes à ça. Le premier, c'est de retarder l'échéance. Hein, parce que si tu peux faire le samedi matin, fais le samedi matin. Mais si tu n'as pas le choix, disons, moi par exemple, je donne un truc, là ce soir je travaille. Je pourrais me dire toute la journée, ah horrible et tout. Et en fait, je m'en branle. Ça va arriver, en vrai c'est cool à faire. Je vais le faire, ça va prendre 4 heures, et après c'est fait. Et donc, je souffre pas du moment où je le fais pas. Et quand je le fais, c'est un peu douloureux. Et des fois, tellement tu as souffert, tellement tu t'es fait de cette douleur quelque chose d'énorme, qu'en fait, au moment où tu le fais, tu vas faire ah bah en fait, c'était pas si douloureux. Ouais. Et donc tu vas regretter toute la souffrance que tu t'es infligée avant. Oui, non, mais je suis très d'accord. En fait, cette citation est très profonde parce que l'individu a un grand impact sur les expériences qu'il a. Émotionnel, tu vois. Ouais. C'est ça. Pas forcément émotionnel. Toutes les Oui, expériences. Se cogner le doigt de pied va être une expérience. Mais qu'est-ce que t'en fais ? Est-ce que tu juges que c'est insignifiant ce que c'est en réalité ? Donc tu passes à quelque chose et tu n'influes pas, ça ne va pas influer sur tes actions prochaines. Ou est-ce que tu insultes la table et tu la frappes ? Voilà, c'est ça. Ou alors...
J'imagine le mec qui frappe sa table et qui se pète le poignet. Ou le... Mais t'as jamais ou vu cette vidéo sur Snap où le mec il se cogne contre une chaise et il prend la chaise et fait putain, mais nique ta mère et tout, et balance la chaise. Non, j'ai jamais vu. Qui est idiot. Je sais pas, mais cette vidéo me rend fou. Le mec se cogne, il fait mais voilà, c'est trop, voilà, comme ça, et il dégage Mais voilà. la chaise. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il en a fait cet individu de cette expérience? Il en a fait. Hyper négatif. Il est passé pour un énorme idiot. Ouais. Et Réel. on en parle aujourd'hui dans ce podcast. Et des gens ont dû en parler. Les potes, les gens qui connaissent ce mec. Mais l'image un mec qui perd son sang-froid, enfin, un mec ridicule, quoi. Ce n'est que ridicule. Imaginez-vous que quelqu'un vous regarde toute la journée. Soyez des gens stylés, en fait. En fait, si vous faites des trucs stylés, vous aurez une vie stylée. Et si je reste pendant 10 minutes parce que je me suis cogné contre le doigt de pied, je me suis cogné le doigt de pied contre la table, si je reste 10 minutes sur ça et tout, putain, mais les gens qui regardent le film de ma vie vont se dire, oh, le mec il est chiant, quoi. Oh, il est nul. Tu sais, tu te cognes le doigt de pied, tu fais bon, allez, un peu de play pour me calmer. Tu sais, t'allais bosser normalement, et vu que tu t'es cogné le doigt de pied, tu fais complètement autre chose. Non, mais oui, donc voilà, donc c'est. D'où ça fait d'ailleurs écho avec ce qu'on avait dit tout à l'heure avec la méditation, mais il faut apprendre vraiment à dompter son cerveau, quoi, parce que c'est notre outil principal. Aujourd'hui, on a des trucs géniaux qui sont les ordinateurs, internet, voilà, mais ça ne changera en rien le fait qu'on est des humains avec un cerveau et que le cerveau il est tout le temps avec nous, et que c'est ce qui nous fait avancer dans la vie, en fait. C'est ce qui nous fait vivre, tout simplement. Ouais, et ce podcast est vraiment génial parce que je vais faire une connexion avec la méditation. À nouveau, parce que la méditation aide aussi, on l'a oublié, à la maîtrise de ses émotions. Oui, à l'époque, je tapais mon doigt de vrai. pied, je faisais ah non, non, non. Maintenant, tu tapes ton doigt de pied, bien évidemment, il y a la douleur qui arrive. Très simple. Moi, je ferme les yeux, je fais. Et t'enchaînes. Bien évidemment que c'est pas je tape mon doigt de pied, je continue à marcher comme si de rien n'était. T'as un petit moment où tu fais oh, c'est pas grave. On respire et on est reparti. Des fois ça te fera rien, des fois, moi ça m'était déjà arrivé, ou des fois j'avais pas de réaction, j'avais renversé de l'eau ou mon café ou je sais pas quoi. J'ai même pas eu de réaction, j'ai vraiment nettoyé. Mais des fois où ça va te saouler une demi-seconde, réaction, tranquille, je peux décider que ça m'impactera pas tant que ça, et c'est parti. Et donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que oui, et surtout cette citation elle veut dire autre chose aussi. C'est que vous allez avoir de la douleur. Ne vous attendez pas à une vie sans douleur. Ne soyez pas choqués de ça. Quand vous allez faire des projets, quand vous allez faire même des trucs dont vous avez envie, vous allez avoir de la douleur. Ça va faire partie du truc. Elle est inévitable. En fait, c'est comme la mort. Oh là là, on fait encore des connexions avec l'épopée de Gilgamesh. Avec l'épopée de Gilgamesh, il a compris que la mort était inévitable. Mais c'est pareil pour la douleur. Par contre, la souffrance, on peut l'éviter. Et moi, je rajouterais aussi, sortir de la souffrance... Qu'est-ce qu'il a fait, Gilgamesh? Qu'est-ce qu'il a fait, Gilgamesh, par rapport il a essayé à de la fuir, et ça ne lui a apporté que souffrance. Ben, oui, qu'est-ce qu'il a fait, putain? Il a appris qu'il était mortel, une fois qu'on lui a pris sa fleur de jeunesse. Est-ce qu'il s'est dit, putain, vas-y, casse les couilles, je vais être un enculé, et bah voilà, si je vais mourir, bah, je vais mourir en étant un enculé. Non, il a dit, moi je peux pas être immortel, mais je vais faire en sorte d'être immortel par mes actes. Et c'est, ouais, voilà, il a trouvé une solution. C'est ça. Et c'est ça que je trouve magnifique, et qui se perd énormément. Et moi je trouve que c'est une grande épidémie aujourd'hui de rendre les gens irresponsables. De leur dire que ce n'est pas de leur faute. De leur dire qu'ils ne peuvent... De dire qu'ils ne peuvent... ils peuvent rien faire par rapport à quelque chose. De dire que... oh voilà, putain, il s'est passé ça dans ta vie, bah... non, en fait, tu peux tout faire. Tu peux tout éviter. Tu peux te préparer à toutes les expériences, à toutes les épopées. Tu peux te préparer à tout ça. Je vais pleurer. Non mais, voilà, c'est... L'individu est incroyable, et sa capacité à se préparer et à évoluer est merveilleuse. Et aujourd'hui, on ne fait que dire aux gens
qu'ils ne sont pas responsables et qu'ils n'ont pas de levier. Vous avez des leviers. Et le premier levier, c'est de vous rendre responsable. Vas-y, je te laisse. T'as envie de... Et c'est pour ça que les gens souffrent. Pour ça, Oui. c'est là où je voulais en venir. D'où vient la souffrance aussi, c'est quand on a des douleurs constantes sur quelque chose, mais des douleurs qu'on ne veut pas. Qu'on ne veut pas. Nous, on parle Oui. du sport, on ne souffre pas à faire du sport parce qu'on a choisi de faire ce sport. Mais il y a des gens qui font des métiers qu'ils détestent, ils ont donc une douleur constante de faire des tâches. Moi, il y a des tâches que je fais où c'est douloureux. C'est douloureux de l'inconfort, si on préfère. C'est pas voulu. Il n'y a pas de bonheur à faire ça, sur le moment. Oui. Mais vu que j'ai choisi, de manière générale, je vais être content parce que je sais que c'est bien, etc. Mais quand il y a trop de douleurs constantes qu'on ne cherche pas, on souffre. On souffre parce que c'est pas volontaire. Et donc, pour sortir de la souffrance, il faut utiliser ce levier de se dire, bah là, ce métier, il est douloureux pour moi. Chaque jour qui passe, c'est tellement douloureux que c'est une souffrance. Et donc, j'utilise mon levier pour aller faire quelque chose où j'accepte d'encaisser de la douleur parce que le bonheur que je vais récupérer, parce que ça a un sens d'aller chercher cette douleur. Et aujourd'hui, si la douleur elle n'a pas de sens, on souffre. Mais dès qu'on donne un sens à cette douleur, eh bien, ça devient tout de suite beaucoup plus facile. Comme nous, ce podcast, c'est pas du tout une souffrance, mais Il est douloureux. c'était mais sur le premier podcast qu'on a fait, qui n'était pas celui-là, mais sur Oui. le prototype, bah pour toi, Lou, c'était une douleur immense que de t'écouter. Ah, mais c'était affreux. C'était affreux. Mes oreilles saignaient. Non, mais c'était... Non, mais vraiment, oui. Oui, je vois où tu vas en venir, ouais. Mais donc voilà, mais peut-être c'est pas pour ouais, pour une petite conclusion, c'est apprenez que vous allez avoir de la douleur. Dans tout ce que vous faites, vous allez avoir de la douleur, mais choisissez. Interconnexion encore. Je crois que c'est David Goggins. Non, je sais pas si c'est David Goggins ou pas, mais être pauvre, c'est difficile. Être riche, c'est difficile. Choisis ton difficile. Donc en gros, choisis ta difficulté. Ça va être difficile, dans tous les cas ça va être difficile. Mais tu préfères avoir de la difficulté dans le fait d'être riche ou dans le fait d'être pauvre? Tu préfères que la difficulté soit dans le fait de j'ai faim tous les jours ou dans le fait de j'ai une responsabilité? J'ai la responsabilité d'avoir des employés. Bah, moi je préfère avoir la responsabilité d'avoir des employés que tous les jours crever de faim. Je suis entièrement d'accord. C'est merveilleux. C'est une Et conclusion merveilleuse. Alors voilà. Ben, parfait, c'était ce premier podcast. Mais c'était un merveilleux voyage. Je pense que Oui. je te recrute dans mon équipage. Mais non! Mais si, mais on va avoir plein de choses à raconter, on va faire plein de choses. Let's go. On va partir Let's go, les gars. en aventure. L'aventure sera longue, parce que c'est aussi ça qui a déterminé le nom du podcast. C'est que moi, je vois vraiment ma vie comme une épopée, une histoire menée, plein d'aventures, la capacité à surmonter des obstacles, à échouer et à me relever aussi. Et je pense que l'analogie de la vie à l'épopée, elle est très bien choisie. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à raconter. Voilà, c'était un très beau premier podcast, une belle première 1h30. aventure. Voilà, c'est très bien, c'est parfait. Ouais. Et bien, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à noter le podcast, à nous poser des questions Oui. sur Spotify directement ou Instagram. Et à bientôt pour très vite une nouvelle aventure. Nouvelle aventure, voilà, c'est exactement ça. Voilà. À la prochaine Allez. fois. Allez, ciao, à la prochaine.